Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde consacrée au programme d'accélération. On est à Emerging Valley, c'est forcément un sujet très emblématique que vous allez retrouver aujourd'hui sur plusieurs panels. Alors moi je suis Marianne Vidal-Marin, je suis la directrice d'IEP Conseil, qui est la filiale de conseil et de formation d'investisseurs et partenaires, groupe pionnier d'investissement d'impact en Afrique subsaharienne. Alors de plus en plus de bailleurs de fonds, d'organisations internationales et même d'acteurs privés font le pari de soutenir les jeunes pousses entrepreneuriales, le potentiel des jeunes entreprises à travers des programmes d'accélération. Alors en fait, l'accélération, c'est un terme qui recouvre des réalités très différentes selon les définitions et les territoires. On a des accélérateurs, des start-up studios qui se revendiquent de l'accélération. On a des fonds qui se définissent eux-mêmes comme des accélérateurs et puis on a bien sûr des programmes subventionnés dits d'accélération. On pourrait penser qu'il y a une profusion de programmes, mais la réalité c'est que les besoins de financement et d'accompagnement des jeunes entreprises en Afrique est encore largement insuffisant. Et à ce titre, on va essayer de parler aujourd'hui du programme d'accélération idéal et des leçons apprises de tout ce qu'on a pu mettre en œuvre ces dernières années. Alors ce que je vous propose de faire, c'est peut-être d'aller à une logique qui est un petit peu à rebours de celle avec laquelle on fonctionne d'habitude et de partir de l'entrepreneur qui est à côté de moi, notamment Émilie Tiendrebaogo, qui est l'entrepreneur de Palobdé au Burkina Faso qu'elle présentera juste après. Et puis de remonter progressivement ce fil entrepreneurial en passant ensuite dans la discussion avec Aïcha Aïdara, qui est une de mes collègues, responsable du fonds d'amorçage de Zira Capital, qui est le fonds partenaire d'investisseurs et partenaires au Mali, qui vient tout juste d'être lancé. Aïcha pourra en reparler. Et puis enfin, pour finir ce cercle vertueux, eh bien, passer à Julia Pantini, qui est chef de projet sur les écosystèmes d'appui entrepreneurial à l'Agence française de développement, et donc l'une des chevilles ouvrières du design des programmes d'accélération de l'AFD, pour l'entendre à la fois réagir sur ce que disent les acteurs de terrain et puis qu'on puisse parler un petit peu des ambitions de l'AFD en la matière. Alors Émilie, tu as le privilège et l'honneur de commencer. Peut-être que tu peux commencer par nous présenter Palobdé, nous expliquer un petit peu ce qu'est ce projet entrepreneurial, et puis d'emblée nous dire quel programme d'accélération tu as fait et qu'est-ce que tu allais y chercher finalement. Pourquoi est-ce que tu as fait cette démarche de candidater à des programmes? Merci beaucoup Marianne, contente d'être sur ce panel. Alors, je suis Émilie Tiendrebaogo, la fondatrice de la start-up Palobdé Afrique, qui a été créée sur la base au début d'une histoire d'une jeune fille qui n'a pas eu de protection hygiénique et qui a manqué, qui ne partait plus à l'école. Et donc, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour que cela s'arrête. Et donc, Palobdé lutte contre la précarité dans la gestion de l'hygiène menstruelle pour les femmes et les jeunes filles. Et aussi, on fait des formations, sensibilisation pour lever les tabous des règles afin de créer cet environnement où la période des menstrues n'est plus un handicap à l'épanouissement des femmes et des jeunes filles. Et donc, moi, j'ai commencé l'entreprise comme ça sur la base de l'idée de faire quelque chose. Et donc, c'est vrai qu'au début, je n'ai pas réfléchi, c'est du chiffre, je vais vendre et tout ça. Et quand j'ai commencé à avoir mes produits, je suis allée là où il y a le besoin, là où il y a les personnes qui pouvaient aider les jeunes filles. Et quand j'ai commencé, avec 2 employés en 2017, en 2018, on a commencé à se faire connaître un peu et on a grandi. Et j'étais salariée, et toujours jusqu'en 2020. Et je pense que jusqu'en 2019, c'était un peu gérable parce que j'ai pris des stagiaires. L'activité n'était pas tellement développée que j'arrivais à gérer. Mais arrivé en 2019, j'ai senti ce besoin-là. Pas seulement en termes d'avoir des finances, mais d'être accompagné sur la stratégie. Parce que je voyais que ça ne suivait pas une ligne droite. De temps en temps, on va à gauche, on va à droite. Et j'étais perturbée, ça me fatiguait beaucoup.
Et je pense qu'au Burkina, l'idée d'incubateur, c'est vers 2018-2017 qu'on a commencé à parler d'incubateur. Moi, j'ai essayé de tâter à gauche, à droite. En 2017, j'étais dans un programme où on est venu, c'était des formations sur la gestion, sur la comptabilité, mais vraiment comme à l'école, quoi. Donc vraiment en tant qu'entrepreneur, j'étais frustrée. Je me demandais qui peut bien m'aider à avancer dans la stratégie. Et c'est là quand j'ai commencé à entendre parler d'incubateur, j'ai entendu parler de la fabrique. Au Burkina, je suis allée les voir. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et j'ai compris qu'il y a des gens qui peuvent accompagner les entrepreneurs parce que ça n'existait pas. Et en 2019, j'ai participé à un concours de la Fondation L'Occitane pour une incubation et j'ai eu l'incubation. Déjà, j'étais en discussion avec la fabrique sur comment ils peuvent m'aider parce que voilà, l'incubation avait un coût, mais je voulais un pan, comment m'aider sur une stratégie claire. Et quand j'ai eu ce concours de la Fondation de l'Occitane, et j'ai été incubée 1 an et demi et j'ai vu que là, c'était différent. Voilà, c'est en 2020, sous Covid, on a eu l'activité a encore grandi. On est passé de 49 à 80 employés. Et là, c'était encore une étape. Et c'est à ce moment-là que j'ai participé au programme de SIBC pour l'accélération. J'ai participé aussi à Women Act West Africa. Et en 2021, j'ai participé au programme de AFIDBA. Voilà, je pense que j'ai eu un peu la totale. Et Women in Africa, j'étais lauréate Women in Africa aussi. Voilà. Tu dirais que ces programmes, ils étaient complémentaires ou en fait, il y avait des overlaps de formation ou de diagnostic? Est-ce que tu as eu besoin de tous ces programmes fondamentalement? Ou est-ce que finalement, un programme idéal aurait pu couvrir beaucoup des initiatives auxquelles tu as participé? Alors, je pense que le fait d'avoir eu l'incubation 1 an et demi, ça m'a permis d'arriver à une étape. Et quand j'ai participé au programme SIBC, c'était un complément. Parce que pour moi, c'était important aussi, en tant qu'entrepreneur, de rester dans la logique où on apprend, où on ne perd pas de réseau, où on croise d'autres entrepreneurs. Et donc, c'était pour moi un complément. Bon, malheureusement, sous Covid, on n'a pas eu de bootcamp pour se rencontrer physiquement. Mais voilà, en même temps que j'avais Women in Africa qui commençait, voilà, donc les deux étaient un peu pareils, les programmes en ligne. Et voilà, après le partage d'expériences, les outils, et ça vraiment c'était important. Oui. Alors Aïcha, quand tu entends ça, toi tu es responsable du fonds d'amorçage de Zira Capital. À ce titre, tu es responsable amorçage, ce qui est un peu le nom de l'accélération chez nous, et donc d'un programme qui est IEP Accélération au Sahel notamment. Toi, ta problématique en tant qu'investisseur, c'est les serial pitchers. C'est les gens qui ont fait justement plein de programmes et qui ont des difficultés quelque part à se stabiliser et potentiellement à se développer. Un petit peu à contrario de ce que Palobdé a réussi à faire avec ses programmes. Comment, selon toi, ces programmes-là, ils doivent sélectionner des entrepreneurs, sortir un petit peu de ce schéma où les plus connus sont toujours ceux qui sont sélectionnés et ainsi de suite? Donc bonjour à toutes et à tous déjà. Je suis très contente d'avoir Émilie à nos côtés aujourd'hui parce que je pense que les entrepreneurs sont les mieux placés pour témoigner en fait des programmes d'accélération. Donc nous, en tant qu'investisseurs, en tant que metteurs en œuvre sur le terrain de ces programmes-là, ça nous fait plaisir. J'ajoute aussi en parenthèse que Émilie travaille avec nos collègues du Burkina. D'accord, qui font un travail excellent avec elle. Donc, on est vraiment très content d'avoir Émilie de manière globale, Palobdé dans le portefeuille IEP. Donc, maintenant, Marianne, pour revenir à ta question, il faut savoir que sur les programmes d'accélération, on est quand même sélectif, d'accord ?
parce que ce sont des programmes d'accélération qui ont vocation à accompagner des entreprises à fort potentiel, portées par des promoteurs et des promotrices motivés. Donc, on se renseigne énormément. Il y a une phase de due diligence chez nous qui est vraiment très poussée. On se renseigne au niveau de l'écosystème, donc ça peut être des incubateurs, d'autres partenaires qui soutiennent le secteur privé, pour éviter déjà dans un premier temps de sélectionner les mauvais entrepreneurs. C'est très important parce que les places coûtent cher et si on fait une mauvaise sélection, bah, c'est un entrepreneur qu'on aurait pu accompagner, qu'on n'accompagne pas. D'accord ? Donc voilà, ensuite, on essaye en fait de redonner confiance aux entrepreneurs parce qu'au démarrage, donc il y a des concours de pitch, etc., qui permettent d'avoir des subventions. Mais on sait que mentalement, c'est difficile pour certains entrepreneurs d'aller voir des investisseurs, d'accord ? Donc je vais prendre l'exemple, par exemple, du programme IPAS, qui est un programme qu'on porte également au sein de Zira Capital et qui accompagne les entreprises par une avance remboursable d'un montant compris entre 3 000 et 60 000 euros. Donc on a eu des très bons entrepreneurs qui sont venus nous voir, mais ils avaient peur en fait du côté dette, de l'avance remboursable, parce qu'ils avaient eu l'habitude de subventions. Donc notre rôle aussi, c'est de les rassurer et de leur faire comprendre qu'au-delà du fonds d'amorçage, il y a une assistance technique et un accompagnement suivi personnalisé qui est là. Et c'est très important et c'est clairement ce qui fait la différence. Alors justement, selon toi, c'est quoi l'outil parfait au sein du programme d'accélération ? Qu'est-ce qui a la valeur catalytique la plus forte ? Alors, je l'ai touché du doigt. Je pense que la réelle valeur ajoutée, au-delà du fond, c'est vraiment l'assistance technique. Donc, pour expliquer en fait ce qu'est l'assistance technique, il s'agit de la mise en relation des promoteurs avec des experts qui vont clairement répondre à des sujets d'ordre opérationnel. Parce que ce que Émilie a dit tout à l'heure est très important. Elle n'a pas parlé d'argent. Elle n'a pas dit qu'elle avait besoin de fonds. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un accompagnement, qu'elle avait besoin de conseils en stratégie. Elle avait besoin d'un partenaire stratégique. Et c'est clairement ce qu'on apporte. Un exemple très concret. Une entreprise, par exemple, qui est dans le domaine de la production, mais qui souhaite organiser donc, son système de production ou améliorer sa capacité de production, a besoin d'un expert métier. Il est difficile, en fait, dans nos pays, soyons clairs, de sourcer ces experts. Et nous, on arrive non seulement à les sourcer, à les mettre en relation et à financer ces missions-là, donc sous forme de subventions. D'accord ? Mesdames et messieurs, la session en main stage de Anima va démarrer. Nous vous invitons à rejoindre l'amphithéâtre. Merci. On n'a pas eu le même pour nous, hein. C'est pas juste. Anima's session is about to start in the amphitheater. Please get your seat. Thank you very much. OK. Donc, voilà. Donc, c'est clairement cette assistance technique-là. Peut-être que Émilie pourra nous en dire aussi davantage, mais voilà, c'est ce qui fait la différence. Ce que dit Aïcha est assez important puisqu'à date, l'écrasante majorité, je pense, des programmes d'accélération n'ont pas de poche d'assistance technique. Il s'avère que nous, du côté d'investisseurs et partenaires, et je pense pouvoir parler au nom d'Aïcha, on ne fait plus de programmes d'accélération où on ne peut pas provoquer cette poche d'assistance technique parce que l'effet de levier à ce stade vraiment déterminant, on le constate d'autant plus qu'on permet de financer l'augmentation de la performance de l'entreprise. Alors Julia, du coup, je me tourne vers toi. À ton avis, comment peuvent se positionner les bailleurs de fonds et l'AFD en particulier dans la création de nouveaux modèles d'accompagnement qui intègrent autant cette dimension d'individualisation qu'en même temps des besoins de savoir très généralistes ? Merci Marianne et bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, l'AFD, aussi comme d'autres bailleurs, se positionne sur les questions d'entrepreneuriat. Donc c'est un équilibre subtil en fait, avoir des programmes d'accélération qui puissent mettre au centre l'entrepreneur social. Et je crois que l'entrepreneur aussi dans toutes ses facettes, et Émilie le disait,
Finalement, l'accompagnement technique, et Aïcha, tu le disais aussi, on en a besoin dès le démarrage. Un financement en fait, sans accompagnement, c'est généralement un financement qui va parfois être mal utilisé ou sur lequel l'entrepreneur aura d'autres besoins qui vont arriver. Donc, les bailleurs, et notamment le groupe AFD, on essaye effectivement de penser nos accompagnements dans l'écosystème avec des programmes, que ce soit des programmes par pays ou des programmes parfois régionaux. On va essayer de les penser avec une forte place de l'accompagnement technique. Donc, l'AFD a par exemple travaillé donc, sur là c'est la 6e cohorte du Social Inclusive Business Camp, le SIBC. C'est plus de 240 entrepreneurs qui avaient déjà été accompagnés et 40 entrepreneurs cette année, où l'accompagnement technique finalement personnalisé, la mise en relation avec des mentors, des investisseurs, des experts est privilégié avant même un financement. Et ça, je pense que c'est une place importante qu'on essaye d'avoir dans tous nos programmes. Je vous donne aussi un exemple comme le programme AFIDBA auquel tu as aussi participé, Émilie. Ce sont des programmes qui s'appuient déjà sur des acteurs locaux dans nos pays d'intervention qui sont eux-mêmes renforcés dans leurs capacités. Et ça, je pourrais y revenir, mais je pense que c'est un facteur clé de succès dans le positionnement des bailleurs sur ces nouveaux modèles sociaux et inclusifs. C'est comment accompagner les entrepreneurs avec des meilleures offres qui soient adaptées en termes de financement, d'accompagnement, comment les replacer au centre. Et finalement, toutes ces structures d'accompagnement intermédiaires, que ce soit des fonds d'investissement, que ce soit des incubateurs, des accélérateurs, eux-mêmes manquent parfois de compétences techniques, manquent d'outils. Et donc, c'est comment les bailleurs peuvent justement les renforcer. Donc, on travaille à ce type de projet, on travaille aussi à des suites de ce SIBC plus régional, plus ancré aussi localement avec des partenaires qui font de l'assistance technique, mais aussi des financements. Le programme AFIDBA, par exemple, c'était toujours un accompagnement technique et certains entrepreneurs, mais pas toutes et tous, avaient un financement en prêt d'honneur. Donc c'est aussi une manière de dire que le financement, bien sûr, ça aide à avancer, ça aide à accélérer, ça aide à plein de choses, mais ça va d'abord en préalable. Je dirais que le prérequis, c'est finalement cet accompagnement technique, la stratégie et les différents éléments sur lesquels on peut travailler. Donc voilà comment on travaille un peu à l'AFD, et on essaye aussi de développer des partenariats innovants. On parlait d'hygiène menstruelle à travers ton projet. On a lancé le premier Development Impact Bonds en Éthiopie sur ces questions d'hygiène menstruelle. C'est aussi une manière pour l'AFD d'accompagner des partenariats publics-privés un peu différents. Et on intervient aussi sur des projets comme celui qu'on a au Sénégal avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide, où on va être sur des politiques publiques d'appui à l'entrepreneuriat qui mobilisent tout l'écosystème. Donc voilà, c'est aussi le positionnement des bailleurs, c'est essayer de trouver surtout une co-construction avec l'écosystème qui existe déjà, ne pas recréer d'autres initiatives et appuyer les entrepreneurs en les remettant au centre en fait, des dispositifs. Je crois que c'est le plus important. Comment, en tant que bailleur de fonds, on arrive ou on tente d'arriver à dépasser la contradiction théorique et apparente entre devoir avoir des résultats quantitatifs de masse d'impact et la compréhension qui est celle aussi, je pense, d'Émilie et d'Aïcha, que l'accompagnement, plus il est early et plus il doit être individualisé et fort. C'est une excellente question, parce qu'on est souvent effectivement dans des injonctions de résultats. Faut savoir qu'on a lancé déjà l'initiative donc Choose Africa qui accompagne des milliers de TPE PME depuis 2019. Donc on est à 34 000 TPE PME si je parle un peu de chiffres. Mais derrière ces chiffres, en fait, il faut des programmes qui soient à la fois qualitatifs et qui aient cette approche personnalisée des TPE PME. Parce que ça sert à rien de financer des milliers d'entrepreneurs si derrière il n'y a pas un accompagnement dans la durée. Donc la plupart de nos programmes se prennent un temps qui est un peu plus long. Et c'est un temps qu'il faut prendre dans tous ces projets où on va accompagner les entrepreneurs sur des temps qui peuvent être d'1 an, 1 an et demi, 2 ans sur nos programmes. Et on essaye aussi, donc je donne un exemple au Bénin d'un programme qu'on est en train de lancer. Chaque entrepreneur bénéficie d'un accompagnement absolument individualisé qui correspond à ses besoins. Et en fait, Émilie, c'est un peu ce que tu disais, beaucoup d'entrepreneurs nous reviennent sur le terrain en nous disant, voilà, je suis allée dans un programme, j'étais toute excitée de démarrer une accélération, un accompagnement, et en fait, ils se retrouvent face à des formations collectives, parfois un peu scolaires malheureusement, et qui ne vont pas du tout correspondre à leurs besoins. Parfois, tu vas avoir un besoin de marketing très spécifique, un besoin de stratégie, un besoin de monter en compétences sur un bout de la chaîne de valeur de ton business model. Et donc, en fait, c'est ce genre de choses que les bailleurs doivent apprendre aussi à mieux traiter. Et donc, nous, on le résout en cherchant finalement
des impacts et des évaluations de nos projets beaucoup plus qualitatives et moins basées sur les chiffres. Donc au Bénin, pour vous donner une idée, c'est un projet de 32 millions d'euros qu'on mobilise notamment aussi avec l'Union européenne. Et ce projet-là, il va accompagner seulement quelques centaines d'entrepreneurs. Mais pourquoi? C'est parce que derrière, on a fait le choix aussi d'un temps très long et du coup d'un accompagnement personnalisé par entrepreneur. Émilie, toi, tu as donc été accompagnée par un certain nombre d'initiatives. Aujourd'hui, tu es investie en capital par Synergie Burkina, qui est effectivement le fonds frère, entre guillemets, de Zira Capital au Burkina. Est-ce que tu dirais que c'est tout cet accompagnement préliminaire qui t'a permis d'arriver à cette levée de fonds, à ce partenariat, et qu'aujourd'hui, finalement, tu es renforcé dans cette information, notamment financière, dans ta relation avec ce fonds d'investissement? Ou est-ce que tu penses que ces programmes auraient pu mieux t'y préparer? Je pense qu'il y a un peu du tout. Hein. Je pense que, comme on l'a dit, la base, c'est l'entrepreneur d'abord. Donc, voilà, donc moi j'étais dans le programme, on était 4 sélectionnés et voilà, c'est mon projet qui est mis en avant aujourd'hui. Je pense aussi que la base d'abord c'est l'entrepreneur, avant les programmes d'accompagnement, parce que quand l'entrepreneur lui-même il ne sait pas où il va, c'est un peu difficile de l'accompagner. Donc je pense qu'à chaque étape, il faut être prêt soi-même. Et comme ça, voilà, quand le programme vient, on peut savoir voilà, qu'est-ce qui est avantageux pour soi-même. Quand je dis qu'en 2019, voilà, pour moi, c'était la croisée des chemins. Voilà, j'avais une vision, une mission, et puis voilà, c'était décrit. Mais je n'étais pas à l'aise. J'avais l'impression que ça n'avançait pas. J'avance, je recule. Non, j'ai besoin de telle chose. Et c'était clair dans ma tête que si ça, c'est assez bien construit. Parle plus fort. Oui. Donc, si c'était bien construit et que les stratégies étaient définies, j'allais aller plus vite. Donc, je pense que comme j'étais prête quand le programme de l'incubation est arrivé, et c'était waouh parce qu'on a redéfini ma vision, ma mission et les choses commençaient à être claires. Et à une étape où l'entreprise a encore grandi et que j'avais besoin d'autres choses, il y a eu d'autres programmes et voilà, le fait de rester dans cet écosystème-là aussi, je pense que ça a permis d'avancer, de bien grandir, d'être sérieux aussi dans ce qu'on fait. Je pense que c'est ce que Synergie a vu parce que quand on s'est rencontrés, c'était en 2018. Je me rappelle que quand Aïcha du Burkina est venue me voir, il n'y avait que 4 machines à coudre. Et comme elle l'a dit, il y a un vieux vélo et puis voilà. Et aujourd'hui, je pense que quand elle est arrivée en 2020, quand on a commencé les due diligence, c'était waouh quoi. Il y avait une trentaine de mobylettes. Voilà, les femmes qui étaient à pied s'étaient achetées des mobylettes. Donc, je pense qu'elle a vu aussi comment on a grandi et surtout avec ce fonds d'amorçage aussi est venu au moment où on avait besoin. Parce qu'elle m'a dit non, on ne peut pas parce que tu es encore petite. Mais bon, voilà ce qu'on peut faire. Et je pense avoir eu ce fonds d'amorçage et avoir eu l'incubation qui a continué et qui a duré 1 an et demi avant d'aller à l'amorçage. Tout ça vraiment, ça s'est concocté pour qu'aujourd'hui, voilà, Synergie ait eu envie de rentrer dans le capital et on a signé en début d'année. C'était un bon alignement de planètes, c'est ça. Alors Aïcha, est-ce que tu pourrais, forcément, nous c'est notre travail au quotidien, mais est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi un fonds d'investissement est intéressé par faire de l'accélération? Nous, notre métier initial, c'est l'investissement en capital. Pourquoi est-ce qu'au fond, IEP et Zira Capital ont créé cette activité d'accélération? Et pourquoi est-ce que les questions de investment readiness sont autant au cœur de nos préoccupations? Donc en fait, les investisseurs se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises intéressantes à fort potentiel, mais qui n'étaient pas prêtes à accueillir un financement en equity.
Donc l'idée qu'on a eue avec les bailleurs, bien sûr, qui nous soutiennent, AFD, Union européenne, que je salue fortement au passage, c'est de créer des programmes d'investment readiness, c'est-à-dire préparer les entreprises à accueillir un financement en equity. Concrètement, on va aider à structurer la gouvernance, mettre en place un comité d'administration, restructurer la comptabilité, un point important parce que pour investir déjà il faut qu'on puisse valoriser, donc il faut qu'on connaisse bien les chiffres. Et c'est un problème assez récurrent chez des entrepreneurs qui démarrent, même s'ils ont un bon produit, voilà, ce n'est pas leur cœur d'expertise. Du coup, en général, au niveau de la comptabilité, il y a un gros travail à faire. Donc clairement, c'est ça. Et ça nous permet également de nous conforter dans notre décision en fait de prise de participation, parce que forcément ce sont des relations humaines, voilà, avec les entrepreneurs. Donc on arrive vraiment à jauger leur motivation, leur sérieux, etc. Comme Émilie l'a souligné, je pense que le fait qu'avec l'équipe de Synergie, il y avait déjà eu cette première approche dans le cadre de l'amorçage, donc ça a été très facile en fait pour eux finalement de prendre la décision d'investir dans son entreprise, parce qu'ils avaient clairement mesuré l'évolution et l'impact que ce programme d'amorçage avait eu sur Palopday. Donc voilà, pour résumer, en fait, c'est vraiment pour préparer les entreprises à accueillir des fonds d'investisseurs. Tout à l'heure, Julia, tu disais, dans les structures d'appui intermédiaires à l'entrepreneuriat, il y a bien sûr les fonds d'investissement, et c'est plutôt notre cas. Il y a aussi les incubateurs et les accélérateurs au sens vraiment structure du terme. Et je salue nos partenaires d'Afrikinov qui sont dans la salle. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, pour vous, quel est le rôle de ces structures-là dans la manière dont vous pensez les programmes d'accélération désormais ? Merci. Effectivement, les incubateurs et les accélérateurs, ce sont pour nous en tout cas des outils centraux dans l'accompagnement des entrepreneurs. Les fonds d'investissement, et tu l'esquissais un petit peu, font aussi ce rôle d'accompagnateur en fait. Et souvent, j'ai envie de dire que c'est un continuum pour l'entrepreneur dans son développement. Généralement, effectivement, il va y avoir ces incubateurs, ces accélérateurs qui vont le mettre en lien avec des investisseurs qui sont eux-mêmes ensuite après des accompagnateurs. Nous, dans nos programmes, les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat, c'est un peu par essence l'approche écosystème qu'on souhaite avoir, parce que c'est souvent des connecteurs en fait avec à la fois des réseaux de financeurs, parfois la puissance publique, et ça c'est intéressant parce que c'est aussi des acteurs qui vont porter des plaidoyers, agir parfois sur des cadres réglementaires plus favorables, notamment aux entreprises sociales et inclusives. Et ces incubateurs aussi, du coup, délivrent parfois toujours des accompagnements, mais parfois aussi des financements. Et c'est vrai que dans certains programmes qu'on a à l'AFD, que ce soit le programme, par exemple, la FIDBA, on parlait des partenaires Afrikinov et La Fabrique, et aussi notamment un des incubateurs qui est dans ces programmes. Dans ces programmes-là, on cherche à labelliser ces incubateurs pour montrer la qualité aussi de leur accompagnement, mais aussi les appuyer sur une montée en compétences au sein même de ces incubateurs. C'est-à-dire que leur offre de service à un instant T, elle peut parfois avoir soit des manques, soit des besoins d'outils, et puis parfois aussi simplement il y a ce déficit qu'on trouve déjà chez les entrepreneurs de compétences techniques dans le développement de l'entreprise. On va chercher des ressources humaines parfois qu'on a du mal à trouver parce qu'il y a beaucoup de concurrence, parce qu'on a du mal à trouver le bon profil. C'est la même chose pour ces incubateurs qui vont chercher des réseaux de mentors, et donc nos programmes visent aussi à les aider, à les renforcer en capacité. Et j'ai envie de dire que maintenant, chaque programme qui a un lien avec des incubateurs, je vous parlais d'un projet par exemple qu'on a au Bénin, a une dimension sur le renforcement de capacité de ces acteurs intermédiaires. Ce qui manque parfois, et ça ressort dans beaucoup d'écosystèmes, c'est un lien beaucoup plus prégnant entre ces structures, incubateurs, accélérateurs, et les investisseurs. Et souvent, les investisseurs, et je pense que Aïcha et Marianne, vous êtes aussi bien placés pour en parler, me font aussi le retour que beaucoup d'entreprises qui sortent de ces programmes d'incubation et d'accélération ne sont pas encore prêtes et investment ready. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on a encore ce lien sur lequel il faut qu'on renforce l'offre de services de ces incubateurs et ces accélérateurs pour les rendre aussi peut-être plus prêts à
accompagner dans la durée des entrepreneurs et à les rendre vraiment finançables sur le marché après. Donc ça, c'est vraiment peut-être le sujet principal sur lequel on doit encore travailler. Oui, c'est sûr que nous, on souscrit pleinement à cette démarche et c'est même, je pense, la raison d'être d'IEP Conseil. Donc on est complètement alignés. Alors une chose qu'on entend souvent, nous, quand on met en œuvre des programmes d'accélération et qu'on fait les fameux questions-réponses de fin de programme avec les entrepreneurs, c'est on ne comprend pas l'offre de tel bailleur dans tel pays, mais si moi je suis basée au Cameroun, qu'est-ce qui concrètement existe pour moi maintenant à la fin de ce programme, etc. Comment est-ce qu'on rend plus lisible une offre d'appui quand on est aussi grand que l'AFD ? Alors c'est une très bonne question et on y travaille énormément en ce moment. Il faut savoir que le groupe AFD, donc on entend le mot AFD, mais dedans il y a aussi Proparco, qui est notre filiale privée du coup, qui investit à la fois en intermédiation financière, mais qui va aussi intervenir en direct sur des entreprises. On a aussi Expertise France, du coup, qui travaille aussi sur des projets comme le projet Innovi, par exemple, en Tunisie, qui appuie des TPE-PME et notamment des femmes entrepreneurs. Et donc, en fait, on a une diversité d'approches. À l'AFD, on travaille autant sur des enjeux de formation professionnelle, d'auto-entrepreneuriat. On va appuyer le secteur informel, comme on va appuyer aussi des startups très innovantes. Et ça, cette offre, elle a beau être riche, elle est difficile à être lisible en externe. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes sur le terrain d'entrepreneurs qui nous disent, mais finalement, on n'arrive pas à comprendre quel est le bon guichet, à qui on doit s'adresser. Donc il faut savoir que l'initiative déjà Choose Africa, qui a été lancée en 2019, vise un petit peu plus à clarifier notre offre. On travaille maintenant sur une communauté de pratiques, pour l'instant interne à AFD, mais qui du coup a vocation à terme à s'ouvrir à tout l'écosystème. L'idée, c'est de pouvoir justement un peu plus se mettre à la place d'un incubateur, d'un décideur public qui veut lancer une politique publique d'appui à l'entrepreneuriat ou d'un entrepreneur, et quel que soit son profil, pour le guider et lui montrer finalement toutes les interventions, tous les guichets, tous les financements, les accompagnements qu'il peut avoir. Il faut savoir, comme je disais au début, qu'on intervient dans des logiques parfois qui sont par pays, parfois régionales. Donc c'est aussi ça qui rend notre offre difficilement lisible. C'est-à-dire que vous pouvez être au Cameroun et qu'il n'y ait pas de programme actif de l'AFD au Cameroun à un instant T. Il pourrait y en avoir dans quelques mois, mais on a peut-être un programme régional qui peut répondre à vos besoins. Donc c'est comment maintenant, via aussi nos propres plateformes et même on va dire notre site web, rendre cette offre beaucoup plus lisible et facile d'accès pour les entrepreneurs pour pouvoir un peu s'y retrouver. Et il faut savoir que là, je prends aussi un rôle un peu de bailleur. On n'est pas les seuls, évidemment, côté AFD. Donc, il y a aussi toute cette multiplicité d'acteurs. Donc, on essaye maintenant, nous, au maximum, dans nos interventions, de lier un petit peu tout cet écosystème de bailleurs. La Banque mondiale, on a des acteurs comme Enabel, GIZ, évidemment l'Union européenne, qui sont très très actifs sur ces sujets et donc du coup qu'on essaye de lier de plus en plus pour pouvoir présenter aussi aux entrepreneurs dans un pays une offre coordonnée des bailleurs. On a des liquidités, des financements sur le sujet de l'entrepreneuriat, il faut que ça arrive après aux entrepreneurs et donc comment on organise un petit peu mieux cette lisibilité de l'offre. C'est un super engagement qu'une plateforme ou un entrepreneur comprendra ce qui est disponible pour lui. Alors, il nous reste quelques minutes. Je propose qu'on arrive au moment baguette magique, celui où, en 1 à 2 minutes chacune, vous me dites quel est le programme d'accélération idéal selon vous à l'échelle de votre pays, à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un besoin sectoriel. Et j'ai envie de dire parole ouverte. Et peut-être qu'on peut commencer par toi, Émilie. Alors, pour moi, déjà, c'est le programme idéal, c'est le programme déjà à la base qui fait la part des choses. Est-ce que c'est vraiment de l'accélération? Parce que souvent, il y a cette confusion-là. Et on sait que quand on parle d'accélération, c'est des entreprises qui ont déjà atteint un niveau et qui ont besoin qu'on appuie sur tel levier et souvent il y a l'amalgame. Donc ça, il faut déjà clarifier à la base pour être sûr qu'on est sur l'accélération et le choix aussi des entrepreneurs. Qu'on ne se retrouve pas à avoir des entreprises qui sont au stade de prototypage, qui sont en train de chercher qui sont au stade d'idée. Et voilà, donc quand on a tout ce monde, ceux qu'on accélère, et voilà, forcément, ça ne marche pas. Et je pense que, du programme même, c'est l'entrepreneur qui doit être au centre.
Parce que souvent, on regarde, on met le temps, oui, on va faire l'accélération sur 4 mois, sur 3 mois. Ce n'est pas la durée qui compte, parce que voilà, on peut avoir 2 entrepreneurs et il y a un qui doit être accéléré sur 6 mois et l'autre a besoin de 2 mois pour être accéléré. Et je pense que pour résoudre tout ça, au début, tous ces programmes-là, il faut que l'entrepreneur, à la fin, sache que j'ai quitté d'un point A et je suis allé à un point B. Et l'amalgame, souvent, c'est que voilà, les programmes veulent tout faire. Voilà, quels sont vos défis, vos challenges. Et on cite et on veut toucher à tout. Et finalement, à la fin du programme, tu ne sais pas ce que tu as fait. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on évite, même si c'est 2 points précis sur lesquels je sais qu'avec AFIDBA, on avait essayé de regarder les priorités et de prendre 3 et de travailler sur ces priorités-là. Je pense que voilà, ça a eu de l'impact. Je peux me rappeler de ce qu'on a fait exactement. Mais donc, voilà, dans les programmes, s'assurer qu'à la fin, l'entrepreneur saura qu'il a quitté d'un point A et un point B, et aussi, je pense, le réseau. Voilà, il est important, le contact entre entrepreneurs et maintenir aussi ce réseau-là pour qu'à la fin, ils puissent être des solutions eux-mêmes pour leurs problèmes. Merci. Donc, bonne sélection et adéquation besoin-outils. OK. Aïcha ? Alors, je dirais d'une part qu'il faudrait que les programmes définissent clairement la cible, mais ça, c'est notre rôle en tant qu'investisseur, également le rôle du bailleur, parce qu'il y a des programmes, par exemple, où on va dire qu'on cible des entreprises jusqu'à 1 million de chiffre d'affaires, mais ce n'est pas très clair en réalité, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent rentrer dans cet intervalle-là. Et secondo, et c'est très important pour moi, je pense que les programmes doivent être implémentés par des équipes locales. C'est très, très important parce que ce critère de proximité fait vraiment la différence. Ça fait peu de sens de faire intervenir un expert qui a 6000 km, qui va faire du télétravail avec l'entrepreneur 1 à 2 fois par mois. Ça peut marcher sur certains sujets, mais si on veut avoir des résultats et vraiment un accompagnement de qualité et un suivi personnalisé, je pense qu'il est important que les entrepreneurs soient accompagnés par des gens qui maîtrisent leur écosystème, qui maîtrisent l'économie locale, parce que les pays ont certaines réalités. Et voilà. À enjeu local, réponse locale. OK. Julia, tu auras le mot de la fin. Et je crois que je ne peux que souscrire aux remarques d'Aïcha et d'Émilie. En fait, pour moi, un programme qui fonctionne, c'est effectivement un programme qui remet au centre l'entrepreneur. Donc on se repose sur ses besoins. Alors autant il faut les définir aussi. Et nous, l'approche d'écosystème et d'écosystème local, elle est essentielle. Il faut que le programme il soit co-construit par des acteurs de l'écosystème qui maîtrisent les enjeux, qui savent aussi parler, qui ont cette proximité avec les entrepreneurs et qui vont pouvoir aussi faire les bons liens. Alors évidemment, il y a beaucoup d'enjeux pour les entrepreneurs qui vont être aussi internationaux. Donc c'est la capacité de ces programmes à pouvoir s'internationaliser, à pouvoir faire le lien aussi avec d'autres programmes, d'autres entrées. Mais c'est vraiment c'est la logique d'écosystème qui offre le plus d'opportunités aux entrepreneurs. Et du coup, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête. Et enfin, pour moi, un programme idéal, donc c'est ces outils adaptés, mais c'est aussi un programme qui se pérennise dans la durée. Et en tant que bailleur, c'est vraiment aussi une position qu'on veut avoir dans ces logiques d'écosystème. C'est comment on donne des moyens à des écosystèmes, après de pouvoir promouvoir une offre qui est pérenne dans le temps pour les entrepreneurs. Et donc si ça passe aussi par avoir des offres de meilleure qualité, pour pouvoir aussi avoir des modèles payants, plus pérennes économiquement pour des acteurs de l'écosystème, je pense que c'est aussi une bonne idée. Voilà. Mais encore à la fin, c'est une approche qui est bottom-up, qui remet l'entrepreneur au centre du dispositif, qui est vraiment le programme idéal, je dirais. Gageons que tout ce qu'on vient de dire sera entendu par l'ensemble des partenaires qui sont dans cette salle, par les bailleurs de fonds, par les organisations internationales, et que tous ensemble, on crée des outils qui permettent qu'émergent demain plus de championnes et champions de l'entrepreneuriat africain. Merci beaucoup à toutes les trois et on vous laisse pour la prochaine session.